We Made It, un podcast d'Amnesty International. Le mouvement MeToo a profondément bouleversé nos sociétés. Ces dernières années, les millions de femmes qui ont pris la parole pour dénoncer publiquement les violences sexistes et sexuelles subies au cours de leur vie ont fait preuve d'un courage inouï pour revendiquer leurs droits. Cet élan féministe est venu rebattre les cartes d'un système patriarcal ancré depuis des millénaires. Les dénonciations de comportements sexistes et les témoignages d'agressions sexuelles ou de toute autre violence fondée sur le genre semblent désormais trouver un écho et une écoute. Reste à savoir si ces paroles sont bel et bien entendues. Sœurs in Power. Épisode 3, Sale pu, la haine 2.0. Salut Ali, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit message parce qu'on a été contacté au sujet d'un film qui s'appelle « Je vous salue salope, la misogynie à l'ère du numérique ». Et il est vraiment pas mal et je pense qu'ils sont assez intéressés pour faire un partenariat avec Amnesty pour qu'on soutienne le film. J'aimerais bien avoir ton avis dessus, donc si tu veux, je t'envoie un lien de visionnage et tu me dis ce que t'en penses. On sait jamais quand est-ce qu'il va décider de mettre à exécution ces menaces-là. Ils ont agi comme des loups dans une meute. I will destroy you. It's the misogyny. Go back to the kitchen. Stay home. If we keep silent, we risk to lose what we obtained. Decades of work. And it's important to remember right now that history does have its eyes on you. So get to work. Salut Lucie, merci pour ton message. Je viens de regarder le film et je pense que ce serait super pertinent qu'Amnesty le soutienne. Et c'est complètement des sujets qu'on porte à Amnesty. Je peux commencer à rédiger un livret d'accompagnement pour nos militants et militantes. Super, merci Ali. Écoute, c'est génial, effectivement. Si tu peux bosser sur le livret d'accompagnement, ça va permettre aux structures locales de s'emparer un petit peu mieux du sujet et éventuellement d'organiser des débats après les projections. Donc c'est top. C'est toujours cool de savoir qu'on peut sensibiliser aussi par le cinéma. Donc je lance le partenariat et on se tient au courant si ça te va pour d'éventuelles interventions. Super, complètement. Puis on devrait être plusieurs bénévoles à pouvoir se rendre disponibles pour intervenir après les projections débats qui seront organisées par nos militants et militantes. Merci beaucoup pour ta sollicitation et puis on se tient au courant. Salut. Du coup, moi c'est Chanley Clément-Maclaren, j'ai 25 ans, je suis étudiante en master de relations internationales et je suis aussi activiste féministe, mais pas que. Je me spécialise notamment dans les sujets de genre et de numérique et plus spécifiquement de cyberviolence, sexité sexuelle. En fait, en France, on utilise le terme cyberviolence, sexité sexuelle, mais dans d'autres pays, c'est pas forcément le terme qu'on utilise. On va parler de crimes digitaux, de violences digitales, on va parler de violences en ligne. Les cyberviolences, sexité sexuelle, c'est des violences qui ont lieu sur les réseaux sociaux, principalement sur le web. Et en fait, c'est par exemple le cyberharcèlement, donc le harcèlement en ligne. Ça peut être le doxing, donc le fait de divulguer des données personnelles d'une personne sans son consentement, vraiment dans le but de la nuire et d'afficher ces informations publiquement. Il y a aussi les appels au viol, les menaces. Et en fait, il y a tout un panel de violences en ligne. Revenge porn. Revenge porn. Revenge porn. Le terme revenge porn, il est pas du tout approprié. Je pense qu'on l'a tous et toutes déjà employé sans vraiment le remettre en question ou sans se rendre compte, mais en fait, il est hyper problématique pour deux raisons, je dirais. Tout d'abord, le terme vengeance, il est pas approprié du tout, parce qu'en gros, ça signifie que la victime de revenge porn, en gros, elle aurait provoqué la vengeance, l'acte, entre guillemets, de l'agresseur, et en fait, que ça lui retombe dessus. Donc en fait, c'est un peu tu récoltes ce que tu sèmes. Et en fait, ça rentre de ouf dans une rhétorique de victim blaming, où en fait, encore une fois, la victime se retrouve coupable des violences qu'elle subit. Pareil pour les victimes de viol, on leur dit oui, mais qu'est-ce que vous portiez ce jour-là ? Et là, c'est une rhétorique de victim blaming, et là, ça s'applique exactement pour le terme vengeance dans revenge porn, revenge qui signifie vengeance. Et la deuxième problématique, du coup, c'est porn. Les contenus qui sont diffusés, du coup, en ligne, les contenus, du coup, c'est des corps, c'est des parties intimes, c'est vraiment intime. Est-ce que ça, c'est vraiment de la pornographie ? Je pense que les victimes n'ont pas forcément envie que leur contenu, que leur corps soit affilié à de la pornographie. Et en plus de ça, c'est encore une fois hyper sexualiser leur corps, quand parfois c'est juste des contenus d'une photo d'un dos, par exemple. Donc, est-ce qu'un dos
c'est vraiment pornographique ou bien est-ce que c'est tout simplement pas un corps qu'on vient encore une fois hyper sexualisé en fait. Donc nous, c'est un terme vraiment qu'on n'utilise pas et c'est juste violent. Et en plus de ça, un dernier argument, c'est de dire qu'il y a beaucoup de victimes de, entre guillemets, revenge porn, qui sont mineurs. Mais du coup, est-ce que le corps d'un mineur, c'est pornographique ? Je ne pense pas. Et du coup, pour le moment, on a un autre mot qui est moins sexy, moins catchy, c'est diffusion non consentie de contenu intime. Et c'est le terme un peu plus juridique. Et en anglais, on parle de image-based sexual abuse, où en fait, ça met vraiment en avant la violence que c'est réellement. Et aussi l'aspect un peu exploitation, puisque finalement, c'est une exploitation de ton image, mais aussi une exploitation finalement sexuelle, virtuelle. Si comme moi, tu t'es sentie coupable. Honteuse. Dépossédée. Impuissante. Stop Ficha. Moi, mon rôle dans Stop Ficha, c'est que je suis coprésidente de l'association. Je suis aussi cofondatrice. À la base, en fait, on était un mouvement social, un mouvement féministe social virtuel. Et c'était vraiment une vague sur les réseaux sociaux pour justement dire stop au ficha. Un compte ficha, c'est le verlan d'affiche. Et un compte ficha, c'est un compte qui va être créé sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram, un groupe sur Telegram, un groupe Messenger. Enfin, ça peut être un compte ou un groupe qui est créé exclusivement pour diffuser et publier les contenus intimes de filles et de femmes majoritairement, sans leur consentement, avec leurs données personnelles. Par exemple, nous, on a vu des comptes qui s'appelaient Ficha, par exemple 77, donc département d'Île-de-France, qui affichaient les filles et les femmes du 77, avec leur contenu intime et leurs données. Et en fait, là, on se rend compte que les comptes Ficha sont créés dans le but de slut-shaming. Donc, slut-shaming, c'est le fait de humilier quelqu'un, donc souvent une fille ou une femme, en lui attribuant l'étiquette de la pute, la salope, en localisant les victimes comme ça par département, par ville, etc. Et bah finalement, c'est vraiment identifier la pute du coin, elle c'est la salope, allez la harceler, les gars vous savez que chez elle vous pouvez aller, enfin c'est vraiment une grosse rhétorique de slut-shaming. La France vit, elle aussi, l'expérience inédite du confinement. Quasiment plus personne dehors. Paris a changé de visage, comme toutes les autres villes de France. Et pendant le confinement, moi j'ai été témoin d'une explosion de comptes Ficha. Ficha 77, Ficha Marseille, Ficha Paris, Ficha 93, Ficha Toulouse, Ficha Liège, en Belgique, partout dans beaucoup de pays francophones, mais aussi dans d'autres pays en fait. Et nous on a vu cette explosion de comptes Ficha, vraiment par département, ville et parfois même par établissement scolaire. Et donc moi j'ai été alertée par ma petite sœur, donc c'était au tout début du confinement, je dirais peut-être la première semaine. Il était 2h du matin, moi je regarde ça et je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et moi je me dis Ficha c'est quoi ? Je comprends rien, donc, mais ça avait l'air quand même grave. Et là, elle m'ouvre Snapchat et elle me dit « Attends, je te montre ». Et là, elle m'ouvre un compte Ficha avec le nom du département que je mentionnerai pas. Et c'est un département où elle était lycéenne, où elle étudiait. En ouvrant le compte, j'étais horrifiée par ce que j'ai vu. Parce que du coup, j'ai vu tout un tas d'images qu'on voyait qui s'enchaînaient. De filles avec leur contenu intime, ou même parfois juste des photos de dos, encore une fois. Et toujours avec leurs données personnelles, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, le numéro du grand frère, le numéro des parents, l'adresse, l'établissement scolaire, leur âge, leur arrobase sur les réseaux sociaux, tout. C'était un slut-shaming de masse. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de faire ça ? Et comment c'est possible qu'il y ait autant de personnes qui regardent ces comptes, qui rigolent, qui ne fassent rien ? Et j'ai vu qu'il y avait un énorme problème. Et en fait, il y avait des victimes qui avaient contacté ma petite sœur, enfin, elles se connaissaient, etc. Et j'ai vraiment vu l'isolement. J'ai vu les dégâts que ça a eu sur elle. Et en fait, à ce moment-là, t'as juste envie de t'effacer, de ne plus exister, de plus être là, de plus subir ça. Et à partir de là, ces deux comptes m'ont amené sur d'autres comptes qui s'étaient créés, ils se faisaient de la pub entre eux, et après sur ces nouveaux comptes, je tombais sur d'autres nouveaux comptes. J'ai vu le truc grandir, prendre de l'ampleur, et je signalais avec mes copines, mes copains on signalait, on voyait que rien bougeait sur les plateformes. Et je me suis dit, c'est trop grave parce que c'est une violation des droits humains, en fait, véritablement, avec des entreprises qui ne font absolument rien, voire qui peuvent tirer profit du buzz que ça génère. Et j'ai trouvé ça trop grave, donc j'ai lancé une alerte sur les réseaux, où là, j'ai publié une vidéo sur Instagram, j'ai publié tout plein de tweets sur Twitter avec le hashtag StopFicha. En fait, le but, c'était qu'en fait, les victimes
me voient, nous voient, et en fait qu'elles sachent qu'elles sont pas seules, en fait, qu'elles sont soutenues. En fait, à la base, c'est des violences de genre, donc en fait, les victimes, en général, ça va être des filles de tout âge, ça peut être des femmes de tout âge, entre 8 ans et peut-être 75 ans, genre. Ça peut toucher n'importe quelle femme, n'importe quelle fille, ça touche aussi des minorités de genre, des personnes qui sont visées pour du sexisme ou pour de la transphobie. On a vu très peu d'hommes qui étaient victimes de ces comptes ficha. Et je pense parce que finalement, le rapport au corps masculin, on va dire, en fait, il n'est pas le même que le rapport du corps dit féminin dans notre société, où le corps dit féminin est sujet à beaucoup de choses, à de l'hypersexualisation, à du slut-shaming. Les comptes ficha sont l'incarnation du slut-shaming. On parle beaucoup d'anonymat, mais nous, on a vu leur visage, leur nom, ils se cachent pas. Nous, on a retrouvé tout plein d'individus, leur tête, leur adresse, où ils travaillent, absolument tout. En fait, il y a une diversité de profils qui est incroyable. C'est-à-dire que ça peut être un petit qui a 12 ans, qui a fini sur un canal Telegram, comme ça peut être Gérard, qui a 65 ans, qui va tous les matins acheter sa petite baguette de pain, quoi. Partager des images à caractère sexuel d'une personne sans son consentement est passible de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Niveau législatif, en vrai, ça va à l'échelle de l'Europe, même dans le monde. On est plutôt bien avancé, nous, la France. Notre code pénal est plutôt complet. Après, le problème, c'est l'application. Les lois ne sont pas du tout appliquées. Aujourd'hui, quand on est une victime de cyberviolence, de manière générale, mais surtout quand on est victime de cyberviolence sexiste et sexuelle, il y a une différence selon que tu sois riche ou pauvre et que tu aies une certaine renommée sociale ou non. Moi, par exemple, j'ai déposé un nombre de plaintes incalculable pour cyberharcèlement, j'ai jamais eu de suite. Et je peux citer des dizaines de noms de victimes, de survivantes qu'on accompagne, qui n'ont pas eu justice et qui n'auront jamais justice, en fait, et qui continuent de vivre des violences en ligne sur des années et des années et des années, et qui déposent plainte et on leur dit « mais gardez foi en le système, gardez confiance », ou bien on leur dit « oui, il faut prendre son mal en patience, vous savez, le système judiciaire, ça prend toujours du temps, une enquête », et puis finalement, c'est juste du bullshit qu'on nous balance à la figure, puisque c'est faux. Donc Pharos, c'est la police numérique, et en vrai, ils sont qu'une vingtaine sur tout le territoire national pour traiter des cyberviolences. Nous, Stop Ficha, on a des conventions avec les réseaux sociaux, donc des genres de partenariats, pas tous, certains, mais ce qui signifie qu'en gros, quand on reçoit un signalement de victime de cyberviolence sexiste et sexuelle, on va le rediriger vers les plateformes, donc par exemple Snapchat, et en fait, on va avoir une réponse sous quelques heures et le contenu va être supprimé. Donc ça, c'est un gros pouvoir, c'est un gros avantage parce que en tant que citoyen lambda, quand on signale sur Internet, sur un réseau social, une cyberviolence, souvent, ça ne mène à rien. Voilà, souvent on entend « signaler, ça sert à quoi ?» Et je rejoins totalement, je suis d'accord avec ce constat. Donc nous, on est en capacité de faire supprimer via cette collaboration avec les plateformes des contenus très rapidement. Maintenant, on fait face à certaines problématiques où en fait, il y a des plateformes comme Meta qui refusent de faire des partenariats avec nous, alors que pour nous, c'est vital. C'est-à-dire que les victimes de comptes ficha sur Snapchat, quand il y a un compte qui sort, en 2 heures, on peut le faire supprimer. Mais si par exemple c'est un compte via Instagram, le compte, il peut rester des heures, des jours, des semaines, des mois, et en fait, on est en incapacité de réagir parce que Meta nous refuse ce partenariat. Souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'une victime de diffusion non consentie de contenu intime, la suite logique, c'est qu'en fait, ça va être publié sur une plateforme, puis ça va être diffusé sur une deuxième, puis une troisième, une quatrième, et finalement, ça va finir sur un site pornographique. Et une fois que ça finit sur un site pornographique, tu sais que c'est irrécupérable. En gros, que tu peux rien faire. La collaboration est hyper difficile avec ces sites pornographiques. Et il y en a où c'est des tout petits trucs, on ne sait même pas où ils sont basés, comment les contacter. Et en fait, il y a une demande que nous, on avait faite avec Stop Ficha, avec d'autres associations européennes, là, au Parlement européen, qui était de demander aux sites pornographiques d'avoir un petit point d'accueil, un petit point de contact pour les victimes ou les survivantes de diffusion de contenu intime non consenti. C'est la base, en fait. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Mais on reviendra. Je pense que face à tout ça, dire n'envoyez pas de contenu intime, ça revient à la même chose de dire en fait ne sors pas dehors dans la rue, couche avec personne. Et c'est jamais la faute de la victime, c'est toujours la faute de l'agresseur. Envoyer un nude, c'est légal. À ce que je sache, le diffuser sans consentement, c'est illégal, donc c'est là pour une raison. Et stop le victim blaming en fait. Je pense que pour donner un petit message d'espoir par rapport à toute cette situation, c'est que des solutions elles sont possibles. On dit souvent que face au numérique, on peut rien faire. Face aux sites pornographiques, on peut rien faire. Face à la haine en ligne, on ne peut rien faire. Et ben moi, j'ai envie de dire que c'est faux. Si Stop Ficha existe aujourd'hui et a pu faire tout plein de trucs, en fait, c'est justement parce qu'on voulait pas faire face à ce mur. Parce que moi, au début de mon combat, on me disait « Ouais, Shanless, ça sert à rien ce que tu fais. Tu fais face à une problématique qui dure depuis des années.
et tu n'y arriveras jamais, il y en a d'autres qui sont passés devant toi, les choses ne changeront pas. Et en fait, c'est totalement faux. C'est un narratif à déconstruire. Et je dirais un autre message, combattre les cyberviolences, combattre la haine en ligne, combattre les cyberviolences sexistes et sexuelles, ça passera par l'international, par une solidarité internationale entre militants, activistes, organisations de la société civile, et en fait tout plein de monde, tout plein de partenaires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses, puisque les cyberviolences sexistes et sexuelles sont transnationales par nature. Donc pour moi, une réponse transnationale est nécessaire pour y faire face. Un deepfake, une vidéo truquée, réalisée grâce à l'intelligence artificielle et qui permet d'animer un visage ou un corps et de modifier la voix pour attribuer des propos qui n'ont pas été prononcés. Ce qu'on voit émerger, c'est les violences facilitées par la technologie. Et donc là, je pense notamment à l'intelligence artificielle qui prend une place de plus en plus grande. Les réseaux sociaux sont utilisés comme des armes contre les femmes et les filles, comme des terrains de domination, comme des outils de violence. On remarque que l'IA, en fait, a été très rapidement mobilisée pour nuire aux filles et aux femmes. Et donc on le voit aujourd'hui dans les IA qui sont disponibles en ligne, et ben, il y en a 96% d'entre elles qui sont de nature pornographique. 96% des IA génératives qui sont en ligne. C'est énorme. Et donc là, ça montre à quel point en fait, l'IA a été complètement détournée, puisque 4% seulement sont des contenus, on va dire, sont utilisés à des fins normales. Donc ça, c'est un premier problème. Et un deuxième problème, c'est les deepfakes pornographiques, ça touche énormément de femmes et de filles, et de plus en plus. Finalement, que tu sois visible sur les réseaux sociaux ou non, que tu aies une voix publique ou non, peu importe qui tu es, finalement, tu peux te retrouver victime de deepfake parce qu'il suffit qu'une personne mal intentionnée, elle te voit, qu'elle te target, qu'elle te pointe du doigt et qu'elle se dise « ouais, elle, faut que je la nuise ». Et en fait, à partir de là, il va créer ce photomontage de toi avec ta tête qui est calquée sur un corps nu. Donc ça peut être une photo, ça peut être une image, une vidéo. Puis à partir de là, le diffuser absolument partout. Et souvent, ça a l'air très réel. Et même si ça n'a pas l'air réel, dans tous les cas, ton image sociale, en fait, elle est bousillée, elle est détruite. Et ça tourne, et c'est là le but des deepfakes pornographiques. Par exemple, j'ai écouté l'interview d'une copine qui s'appelle Breeze, qui habite aux États-Unis et qui a été victime de diffusion non consentie de contenu intime. Et elle disait aujourd'hui, sur les sites pornographiques, il y a 800 contenus de moi et ça fait des années que c'est là. Et en fait, dans l'interview, c'était pour The Guardian et elle était en train de pleurer. Elle disait je suis dépassée. Ça l'a tellement révoltée et elle était tellement dans un état de détresse finalement qu'elle a créé sa propre application designée sur l'intelligence artificielle, en gros pour supprimer les contenus diffusés en ligne sans consentement, de manière systématique avec l'aide des plateformes, la collaboration, etc. Je m'appelle Breeze Liu. Je vis à San Francisco, aux États-Unis. J'ai 28 ans. Je suis une survivante de deepfake pornographique. Le deepfake est une forme de violence générée par l'intelligence artificielle. Ça consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour modifier votre visage et créer quelqu'un ou quelque chose qui vous ressemble, alors que ce n'est pas vous en fait. C'est une technologie qui est très répandue et accessible de nos jours. Et c'est un problème qui prend de plus en plus de place. Selon nos recherches, 98% des deepfakes concernent de la pornographie et 99% ciblent des femmes. Le deepfake est une technologie assez nouvelle parce qu'elle est générée par l'intelligence artificielle. La différence entre le deepfake et d'autres formes de violence en ligne liées à la diffusion d'images, comme la création de faux profils, d'images de synthèse avec Photoshop, ou le revenge porn, par exemple, c'est que le deepfake est très convaincant. Et avec cette technologie, absolument personne n'est à l'abri. Que vous soyez une bonne sœur qui n'a jamais utilisé les réseaux sociaux de sa vie, ou un collégien ou une collégienne, qui que vous soyez, avec suffisamment de données concernant votre visage, on peut générer une vidéo deepfake de vous et elle sera très réaliste. C'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore. À l'heure actuelle, personne n'est complètement à l'abri d'être victime de deepfake.
So I first discovered it back in 2020. It was a beautiful. J'ai découvert celui qui a circulé sur moi en 2020. Par un bel après-midi de printemps, j'étais tranquille chez moi. J'ai reçu un message Facebook d'un ami qui me disait « Appelle-moi tout de suite ». Je l'ai appelé et il m'a dit « Ne prends pas peur, mais il y a une vidéo de toi qui circule sur Pornhub ». Alors au début, j'ai cru que c'était une blague. Je lui ai dit que c'était pas drôle, que je ne vais jamais sur Pornhub, donc que je ne risquais pas d'y être. Il m'a dit « Non, je plaisante pas, il faut que tu vois ça, je t'envoie le lien ». Alors il m'a envoyé le lien, et sur la miniature de la vidéo, c'était bien mon visage. Voilà comment ça a commencé. J'ai vécu une profonde humiliation. Je ne pouvais pas supporter une telle honte. Alors je suis montée sur le toit de mon immeuble, j'ai voulu me suicider. Pendant 1 an, j'avais trop honte pour parler à qui que ce soit. Je n'ai pas reçu d'aide parce que j'avais trop honte pour demander de l'aide. Je n'ai toujours pas tourné la page. À un moment, je me suis rendu compte qu'il n'existait aucune loi pour me protéger et que c'est très difficile d'obtenir justice. Quand bien même ce qui m'est arrivé est clairement scandaleux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes victime d'une attaque sur Internet, ça ne s'arrête pas à une vidéo. J'ai contacté l'auteur, il a retiré la vidéo originale de Pornhub, mais elle s'était rapidement répandue sur Internet. J'ai contacté Pornhub pour leur faire retirer les autres vidéos, mais ils n'ont répondu que lorsque j'ai engagé un avocat. Quand j'ai appelé la police, on m'a traité de prostituée au lieu d'enquêter sur l'infraction, même si j'avais étudié à Berkeley et que j'étais à cette époque spécialiste du capital risque. Ils m'ont demandé « Vous êtes-vous déjà prostituée ? Vous arrive-t-il d'échanger de l'argent contre des photos ou des vidéos de vous nus ?» La culpabilisation des victimes et le fait de les insulter, c'est un très gros problème par rapport à ces formes de violence. J'étais vraiment effondrée, mais puisque la police n'a rien fait, mes initiatives ont vraiment énervé l'auteur des faits. Il m'a alors menacé de mort et il a décidé de créer de nouveaux deepfakes pornographiques de moi. Ça s'est traduit par l'apparition de plus de 800 liens sur Internet, dont certains existent encore, et à ce jour, il existe 142 liens sur un serveur de Microsoft Azure, et Microsoft refuse de les supprimer. Microsoft Azure's server that they refuse to remove. But I think what's important. Je pense que ce qui est important, c'est de réaliser que par rapport à ces formes de violence, il faut cesser d'accuser les victimes, cesser de justifier ces violences. Le deepfake ou la manipulation d'images en ligne, ce n'est pas un problème qui ne concerne que les femmes, parce que tout le monde peut être victime de deepfake. Alors c'est vrai, les femmes sont fortement impactées, je peux en témoigner personnellement, mais il ne faut pas traiter ça comme un problème ne concernant que les femmes. C'est un problème de droits humains. Je pense que notre contrôle exclusif de notre image en ligne devrait être reconnu comme un droit fondamental. À l'heure actuelle, avec le deepfake, il est très difficile d'avoir le contrôle exclusif de sa propre image. Taylor Swift qui a vu son identité usurpée dans des fausses vidéos à caractère pornographique. Les plus virales ont été partagées, vues en tout cas, plus de 47 millions de fois. Donc ça n'arrive pas qu'aux célébrités. Leur situation attire l'attention des principaux médias, mais de nombreuses personnes ne sont ni vues ni entendues et elles souffrent en silence. Les violences en ligne liées à la diffusion d'images existent depuis très longtemps. Selon une étude récente, 300 millions d'enfants sont menacés ou touchés par des violences sexuelles en ligne. 300 millions d'enfants, juste des enfants. Si on ajoute les adultes, on obtient un nombre inimaginable. Il y a la honte qui fait qu'on n'en parle pas vraiment, mais si vous demandez autour de vous, je suis sûre que la plupart des personnes ont subi une forme de violence en ligne liée à la diffusion d'images. Chercher nous fait avancer. Google. Le 14 mars, Apple lance Power Macintosh. Vous n'en attendiez pas tant du futur. Welcome to Facebook.
Les logiciels d'entreprise Microsoft. Le sourire sur les colis, c'est nous. Nous sommes Amazon. Nous sommes les réinventeurs de votre quotidien. Google. Power Macintosh. Microsoft. Nous sommes Amazon. I'm not a big tech company, so I cannot speak for them. Je ne suis pas une entreprise de la Big Tech, je ne peux pas parler en leur nom. Je pense qu'il y a des personnes honnêtes dans le secteur technologique. Je ne pense pas que la technologie soit mauvaise en soi, mais on doit se rendre compte qu'on ne peut pas laisser l'appât du profit diriger le monde. Et on exploite des femmes et des enfants, les plus vulnérables d'entre nous, pour quelque chose comme ça. Je pense que ce n'est pas bien. I do believe, in the long term, I hope that we can get justice because Je pense, j'espère que sur le long terme, on pourra obtenir justice, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. C'est pour cette raison que je pense qu'il est important de s'exprimer sur ce sujet et de travailler avec les militantes et les militants pour trouver une solution ensemble et pour que le gouvernement et les législateurs élaborent des règles. Ainsi, un jour, les personnes qui croyaient qu'il était impossible d'obtenir une forme de justice y auront accès. Je ne veux pas être pessimiste, je veux me montrer optimiste, mais je me dois d'être réaliste parce que nous sommes face à un problème gigantesque. Il y a beaucoup de travail à accomplir. J'ai travaillé dans l'équipe Confiance et Sécurité d'une entreprise de la Big Tech. Ensuite, j'ai été spécialiste du capital risque avant de fonder mon entreprise, Alecto AI. Je connais donc très bien le secteur de la technologie. Donc je peux parler légitimement de ce sujet. Je sais ce que je fais, c'est pour cette raison que j'ai créé cette solution. J'ai rencontré tant de difficultés dans ma quête de justice qu'à un moment, j'ai compris qu'à moins de changer le monde, de changer tout le système, je n'aurais aucune chance d'obtenir justice. C'est là que j'ai décidé de lancer Alecto AI. J'ai voulu mettre à profit mes compétences pour créer quelque chose de vraiment utile et prendre les choses en main, en créant l'outil que j'aurais aimé avoir au pire moment. Je voulais vraiment changer le monde de cette manière. C'est ce qui m'a permis de survivre en restant forte et en aidant les autres, même si je n'avais pas pu m'aider moi-même. Alecto AI est un outil de reconnaissance faciale qui identifie les cas de violence liés à l'image en ligne et qui aide les personnes à obtenir le retrait de ces éléments dans un délai très rapide. Cela concerne entre autres le deepfake, les faux profils, le revenge porn, tout ça. Voici la mission que nous nous sommes donnée, qui est très simple. Nous vous offrons un moyen sûr et sécurisé de prendre le contrôle exclusif de votre image en ligne et nous essayons de construire l'infrastructure de l'identité en ligne. Nous sommes encore dans la phase pilote. Nous avons quelques milliers de personnes enregistrées et inscrites, mais nous n'avons pas encore déployé massivement l'outil car nous avons très peu de financement. Vous chargez 2 selfies pour générer une représentation unique de votre visage que l'on comparera avec les données de notre base. S'il y a une correspondance et que quelque chose ne convient pas, nous vous aidons à le signaler et à faire retirer l'image immédiatement. Mais nous n'agissons qu'avec votre consentement. Je suis moi-même une survivante, nous ne faisons rien sans avoir obtenu le consentement des personnes. L'utilisation est complètement sécurisée et nous n'utilisons pas vos données à votre insu, ni sans votre autorisation. Les résultats que nous montrons à l'utilisateur ou utilisatrice ne sont visibles par personne d'autre. Vous ne pouvez voir que ce qui est en lien avec votre visage, pas celui des autres. On ne peut pas utiliser l'outil pour épier quelqu'un. Je pense que face à un problème créé par la technologie, il faut une solution technologique. C'est pour cette raison que je pense qu'utiliser l'intelligence artificielle pour combattre des violences créées par l'intelligence artificielle, c'est non seulement un moyen intelligent, mais en plus, je pense que c'est absolument crucial. Cela étant dit, je ne dis pas que je ne veux pas travailler avec la société civile ou les ONG. C'est très important. Je pense que ce problème nécessite que tout le monde s'unisse pour bâtir la solution ensemble. Je parle du gouvernement, de la société civile, des organisations non gouvernementales, des organisations de recherche et de technologie, des entreprises de la Big Tech et les entreprises émergentes de la technologie comme la nôtre.
des survivantes et des survivants, et puis les forces de l'ordre. Tous et toutes doivent construire la solution ensemble parce qu'il s'agit d'un problème colossal qui exige bien plus que la capacité d'un gouvernement ou d'une organisation. J'espère qu'un jour, la société réalisera que derrière ces contenus et ces sites malveillants, il y a de vraies personnes qui souffrent. Ce ne sont pas des morceaux de chair qui sont mis sur scène. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a une vraie souffrance humaine. J'adore Les Misérables de Victor Hugo, la comédie musicale aussi. Une citation m'a beaucoup inspirée. Il a écrit « Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera ». C'est ce que j'aimerais dire à toutes les personnes survivantes. Je sais que c'est très difficile, mais même s'il fait sombre, nous devons laisser une place à la lumière, et même la nuit la plus sombre se terminera, le soleil se lèvera, comme l'a écrit Victor Hugo. Si vous pouvez survivre à une telle expérience, si vous pouvez détrôner le roi, créer une république et offrir au monde l'inspiration de lancer une révolution, alors je pense que nous pouvons aussi réussir ceci. En 2018, Amnesty International publiait Toxic Twitter, Violence and Abuse Against Women Online. Un rapport qui révélait la nature, l'ampleur et l'impact des violences ciblant les femmes sur la plateforme, devenue X en 2023. 40% des femmes qui l'utilisent disent avoir été victimes d'abus en ligne. D'autant plus si elles sont connues ou tiennent des propos féministes. Malgré ça, X et les autres principaux géants de la tech n'agissent pas ou trop peu pour mieux protéger les personnes sur leur plateforme. Pire encore, leurs algorithmes ont même tendance à amplifier la haine et la violence en ligne. Selon l'association Stop Ficha, les femmes, les filles et les minorités de genre ont 27 fois plus de risques d'être victimes de cyberviolences sexistes et sexuelles que les hommes, avec des impacts dramatiques. Stress, anxiété, paranoïa, perte d'estime de soi, baisse de confiance en soi et en l'autre, autocensure, isolement, exclusion, pensée suicidaire. Les conséquences des violences sexistes et sexuelles en ligne dont elles font l'objet sont multiples et affectent tous les aspects de leur vie. Ce n'est pas virtuel, c'est bien réel. Heureusement, la lutte pour des espaces numériques sans violence pour les femmes et les filles existe et elle porte ses fruits. Au Mexique, par exemple, après des années de mobilisation et de plaidoyer, la militante féministe Olympia Corral Melo est parvenue en 2022 à faire adopter une loi pour prévenir des violences sexistes et sexuelles en ligne et punir leurs auteurs. Une victoire pour ce pays qui est l'un des plus meurtriers au monde pour les femmes. Là-bas, 10 femmes sont assassinées chaque jour, précisément parce qu'elles sont des femmes. Et espérons-le, plus pour longtemps. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé. T'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Et salut l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la morte parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je serai en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents comme d'hab. Tu te tais, souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté, t'es une pouffe. C'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bat-toi fillette. We Made It, un podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucie Lossel, musique originale Enfant Sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic, le studio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préférée. Et si vous souhaitez vous engager avec Amnesty International, rendez-vous sur amnesty.fr.